Retour sur le plateau de politique avec Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Arlette Chabot d'LCI et d'Europe 1 et Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen et essayiste. Jean-Marie, vous disiez il y a quelques instants, dans le fond, aujourd'hui, c'est vrai, il y a deux droites. Arlette Chabot, ce clivage au sein des deux droites, est-ce que vous y voyez une droite progressiste et incarnée par Juppé, et cette droite réactionnaire incarnée, dixit Juppé, par Fillon? Alors, moi, je trouve que c'est l'incarnation qui me pose un petit problème de repère. Alors, après, on pourra parler des deux droites, mais ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est quand même, cette campagne, c'est qu'au fond, on aura mis sur Alain Juppé, qui est quand même RPR pur sucre, qui, lorsqu'il a fondé l'UMP, a vu François Bayrou lui claquer la porte au nez en disant que jamais, évidemment, les centristes et lui-même n'allaient... Irait dans la bétaillère. Voilà, dans ce truc. Et alors maintenant, il a réussi, Alain Juppé, droit dans ses bottes, qu'on avait quitté avec une autorité incroyable, l'autoritarisme. On a réussi à lui mettre mou, faible, droite molle. C'est vrai. Otage de François Bayrou, et de l'autre côté, c'est là je vois l'autre incarnation qui est François Fillon, le disciple de Philippe Séguin, qui en même temps, c'est vrai, avait soutenu Édouard plus très Balladur, séguiniste, c'est vrai, plus très séguiniste, et aujourd'hui, comme déclaré ouvertement thatchérien, en disant qu'au fond, il adopte les recettes libérales de Margaret Thatcher, parce que sortir son pays de l'ornière, comme l'a fait Margaret Thatcher, c'est une démarche gaulliste, et que lui-même est un gaulliste. Donc, moi, d'abord, avant de revenir à ces deux droites, moi, je suis perturbée par l'incarnation de ces deux droites. Vous disiez deux droites, progressistes, conservatrices. Je sais qu'il y a des droites progressistes et conservatrices. On peut mettre UDF, RPR, si on reste dans la période ancienne. Mais l'incarnation de ces deux droites, j'avoue, j'ai un peu de mal à me remettre dans la situation d'aujourd'hui. Quand on regarde sur 20 ans ou 25 ans, c'est quand même assez perturbant. On revient en arrière, dans le fond. J'éprouve le même malaise qu'Arlette Chabot, parce que, franchement, quand on les connaît, quand on a... Malaise, mais réalité. Malaise et réalité, mais c'est une réalité qui, je veux dire... tout s'efface à une allure vertigineuse, comme s'il n'y avait pas de mémoire d'aucune sorte. Alain Juppé, c'est en effet une droite très ferme. C'est la droite classique, en effet, comme le rappelait Arlette, RPR, etc. Et Philippe Séguin, qui a inspiré François Fillon, c'était une droite gaulliste sociale, c'est-à-dire colbertiste et sociale. Colbertiste et sociale. Et voilà que... Rappelez-vous la fracture sociale, concept inventé par l'équipe autour de Philippe Séguin. Et donc, voilà aujourd'hui François Fillon, qui est normalement l'héritier de ce courant-là, qui se définit et qui nous définit un programme ultralibéral qui, en matière de lutte contre la fracture sociale, va plutôt provoquer de nouvelles fractures sociales, si son programme est appliqué. Donc c'est vrai, on se dit, et on peut décemment venir au-devant des Français et faire croire que c'est ça qui est assez troublant. Mais en même temps, l'opinion est ainsi faite aujourd'hui. C'est l'habileté de François Fillon qui a effectivement bien saisi le moment, et comme le disait Jean-Louis, qui capte aujourd'hui toutes les droites et va redéfinir sans doute un autre positionnement pour la droite française. Et quelque chose qui nous surprend aussi, Jean-Louis, c'est le vote catho. Est-ce que c'était le vote caché, le vote catho? Non, je crois que c'est important, le vote catho, parce que la religion est devenue quelque chose de très important sous toutes ses formes, y compris l'islam, la communauté juive, la laïcité, qui est une quasi-religion pour certains, etc. Donc c'est un enjeu très important. Juste un mot avant, pour rappeler, pour rebondir sur ce que dit Jean-Louis, la campagne contre Alain Juppé, via les réseaux sociaux, qui était une campagne instrumentalisée sur le fait que Alain Juppé aurait été l'allié de l'islamisme, ça rejoint tout à fait ce que souligne... Absolument pas sérieux. Et c'était hallucinant. Oui, mais en même temps, ça a fait des dégâts. Oui, continue. D'abord, je crois qu'institutionnellement, je trouve que la situation que vous décrivez, ça me fait penser à la pièce de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. On a des gens qui se sont cherchés un rôle. Et alors, ils cherchent à tâtons, un peu dans une espèce de Colin Maillard. Et puis, alors, ils se sont fixés, ils s'attribuent, ils en cherchent un pour eux, et puis ils attribuent un rôle à un autre. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a eu une démarche assez efficace de Nicolas Sarkozy, dont a bénéficié François Fillon, pour construire une image très artificielle et très diabolisée d'Alain Juppé, qui est apparu comme un candidat à la remorque
de François Fillon, de François Bayrou. François Bayrou n'étant pas présenté comme un homme du centre, mais comme la roue de secours de la gauche, puisque le grand reproche fait à François Bayrou, c'est d'avoir, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout le cas, fait élire Hollande. Il a voté Hollande, mais Hollande aurait été élu avec ou sans François Bayrou. Mais donc, il a cette image, l'homme qui a fait élire Hollande va être l'homme qui fait élire Juppé. Donc, Sarkozy a réussi cette entreprise de diabolisation qui est très artificielle. En réalité, il y a quand même il y avait un clivage de fond significatif entre Juppé et Sarkozy, qui était Sarkozy, ça a été une droite de droite et liée profondément au thème du Front National. Alors, il ne franchissait pas la limite de l'alliance. Il disait non, jamais je ne m'allierai, mais en réalité, les thèmes profonds étaient qu'il y avait une sorte de convergence entre... Bon, Alain Juppé, lui, et ça je crois que c'est quand même très important pour l'avenir, Alain Juppé était le représentant de ce qui est la figure dominante de la droite et du centre en France, pratiquement, sauf à quelques années de gaullisme, et même pas entre 65 et 69, a été la figure dominante qui a été l'alliance sous des formes diverses de la droite et du centre, qui a été symbolisée par la phrase de Raymond Barre, qui est d'ailleurs un bon exemple de synthèse centriste et gaulliste, libéral, social, européen, avec un peu de dose nationale là-dedans. Cette alliance-là, ça a été l'alliance de Pompidou, ça a été l'alliance de Giscard, ça a été l'alliance de Chirac, ça a été l'alliance... Ça a commencé à vaciller avec Sarkozy. Alors, ça a été inégal. De temps en temps, il y avait beaucoup de centristes, de temps en temps un peu moins, mais c'était cela. Et Juppé représente ça. Et la droite française, et de ce point de vue-là, Fillon représente pas grand-chose de clair. Il rassemble toutes les droites, mais on ne sait pas, pour finir, avec qui il va faire alliance. Et s'il est seul, avec cette droite qui est assez solide, mais qui est étroite, il risque d'être Chirac un peu de 95 alors. Il risque d'être un peu court et il faut savoir vers qui il va se tourner. Et moi, je crois très profondément que Juppé avait raison et a raison dans son analyse stratégique, à savoir qu'il y a un risque pour la droite française de se couper de son alliance historique avec le centre, car elle serait un peu trop courte dans un pays, la loi El Khomri l'a montré, qui est quand même allergique à des thèmes trop libéraux. Alors vous parliez de la stratégie, Arlette et Jean-Marie, vous disiez tout à l'heure, effectivement, on avait traité Juppé de mou, alors qu'il se disait toujours droit dans ses bottes, et là aujourd'hui il canarde, il tape comme un sourd sur Fillon, et certains dans son équipe d'ailleurs ne sont pas tout à fait d'accord avec cette stratégie. Est-ce qu'il risque là de s'y abîmer, Alain Juppé, à cogner sur l'avortement, à cogner sur les ralliements d'extrême droite à Fillon? Est-ce qu'il peut s'abîmer, Juppé? Alain Juppé n'a pas fait campagne pour le premier tour. Il a géré son capital, il a joué aux sages rassembleurs qui attendaient effectivement que le vote anti-Sarkozy fonctionne et le place naturellement au second tour et forcément en vainqueur ensuite. Donc la campagne pour Alain Juppé a commencé dimanche soir. Et quand il dit qu'il continue le combat, le mot n'était sans doute pas innocent, d'autant qu'on s'était dit pendant quelques minutes et longues minutes avant qu'il pouvait se retirer. Donc il engage un combat. Alors effectivement, François Fillon a été épargné pendant toute la campagne, notamment pendant les débats, parce qu'il regardait passer les balles, il était droit, il déroulait son programme, et il n'était pas attaqué, puisque le jeu était entre les deux favoris. Donc au fond, il a été totalement préservé. Donc, je reviens à Alain Juppé, il change d'image, il entre dans le combat, il frappe, il brouille cette image de rassembleur. Donc, qu'il montre qu'il est déterminé, pourquoi pas. Après, il va trop loin. Voilà, c'est un problème de curseur. Jusqu'où va-t-il ? Fallait-il démarrer sur l'avortement, l'égalité homme-femme, le soutien de quelques personnalités très proches de l'extrême droite à François Fillon? Il a un thème qui suffit à lui-même, si j'ose dire. C'est à la fois les sujets économiques, sociaux, et aussi la politique européenne et étrangère. C'était largement suffisant de s'engager sur le fond. Je ne suis pas sûre que frapper, c'est utile, mais que frapper sur le terrain choisi, c'était la meilleure voie. Oui. Dès dimanche soir, Jean-Marie, vous étiez avec nous sur ce plateau, et dès dimanche soir, vous avez dit le plus dur commence pour François Fillon, ça va être de décortiquer et de regarder son programme de près. Effectivement, 500 000 fonctionnaires en moins, Juppé dit c'est inapplicable. Est-ce que vous pensez que c'est une chance, du coup,
pour la gauche qui va attaquer sur le thème du modèle social, de la casse sociale. Oui, sûrement. Simplement, la gauche aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, méfions-nous, parce que l'exemple de Fillon montre que tout peut changer en 15 jours. Mais au jour d'aujourd'hui, la gauche est tellement éclatée qu'à la limite, ça n'a pas d'importance, parce qu'elle n'a pour le moment pas de représentant suffisamment crédible pour pouvoir démonter précisément ce programme. Donc voilà. Mais en effet, c'est vrai que le programme de Fillon, en même temps, sur le plan économique et social, va faire très mal s'il était appliqué. Les sommes en jeu sont considérables. Et puis il y a aussi chez Fillon, me semble-t-il, un changement de politique étrangère de la France. Alors on va en parler. Parce que Jean-Louis parlait tout à l'heure de l'axe stratégique qui a permis à la droite de gouverner pendant si longtemps, droite alliée au centre, mais il y a aussi derrière cette alliance un certain nombre d'axes stratégiques pour le pays, qui ont été prolongés par Nicolas Sarkozy, prolongés et poursuivis, voire dans certains domaines, sauf sur l'Europe, amplifiés par François Hollande, qui risquent d'être atteints, voire de disparaître. Juste un mot pour Juppé. Il faudrait peut-être rappeler que si nous étions face à un scrutin normal, c'est-à-dire un scrutin national. Oui, pas une primaire. Il n'y a rigoureusement aucune chance pour Alain Juppé d'être vainqueur au deuxième tour. Mais absolument aucune. Si on regarde simplement le jeu des désistements. Donc le potentiel de voix de François Fillon au vu du premier tour est un potentiel de voix écrasant. Mais il n'y a pas de réserve. On est devant une élection atypique. On est devant une élection atypique. On connaît mal le corps électoral. On a vu qu'une bonne partie de ce corps électoral s'était mobilisé pour écarter Nicolas Sarkozy. C'est fait. Oui. Donc est-ce qu'une partie des cartes peut être rebattue pour le deuxième tour? Je n'en sais strictement rien. Mais ça justifie que ça nous ramène aux heures glorieuses de l'union de la gauche, où le mot d'ordre c'était « l'union est un combat ». Oui, l'union est un combat. Mais ça justifie qu'Alain Juppé, aujourd'hui, sorte les armes et montre un petit peu ce dont il est capable en termes de combat politique, ce qu'il n'avait pas fait et ce qui avait surtout profité à François Fillon, parce que tout le monde avait épargné François Fillon. Donc si tout d'un coup il se retrouve malgré tout un peu ciblé et où un certain nombre de prises de position plus ou moins contestables aux yeux d'une autre partie de la droite sont mises à jour, c'est quand même bien le moins qu'on puisse attendre d'un candidat au deuxième tour. Sinon, ça n'était pas la peine d'être candidat. On va parler effectivement de la politique étrangère. Il nous reste quelques minutes. On va écouter Vladimir Poutine, qui a, est-ce que c'est le baiser de l'araignée pour François Fillon? En tout cas, il lui a tressé des couronnes. On l'écoute. Il fait partie de ces gens qui, au premier abord, sont fermés, réservés. Mais il est toujours capable de défendre son point de vue. C'est un redoutable négociateur. Parmi les dirigeants européens, c'est un professionnel. Et pour moi, c'est une personne respectable. Voilà, redoutable négociateur. En tout cas, de la part de Poutine, on se dit, oulala, il doit être terrible, François Fillon. Est-ce que, c'est la réelle politique, hein, Fillon, il l'a expliqué plusieurs fois, sa position vis-à-vis de la Syrie, de Bachar el-Assad. Est-ce qu'on va voir là, avec Trump, Poutine et peut-être Fillon, s'il est élu, une sorte il va rejoindre le condominium russo-américain, un Fillon qui serait totalement dans la ligne... D'abord, le condominium russo-américain, il faut voir ce que ce sera. Hein. Pour l'instant, il y a des je crois oui, pour l'instant, il n'y a pas tellement de suspense, a priori. Mais bon. On verra. Je ne sais pas du tout ce que deviendra le rapport russo-américain. C'est une des grandes incertitudes de l'ère Trump. Votre extrait était très intéressant, mais il... masqué que la position des Russes a été beaucoup plus nuancée. Ils ont fait en même temps l'éloge de Juppé, parce qu'ils veulent se garder de trop soutenir Fillon, précisément pour ne pas lui faire ce que vous appelez le baiser de l'araignée, Roselyne. Et donc, ils sont malins. Ils ont manifestement fait une communication extrêmement élaborée. Les voilà, Russes... ils ont compris que ce serait peut-être Fillon qui gagnerait quand même. Oui, ça, ils ont tout à fait compris. Voilà. Et ils ont compris qu'il ne fallait pas compromettre ses chances, parce qu'ils souhaitent évidemment que Fillon gagne. Ah oui. La question, je crois qu'il y a une question qui est posée en apparence, notamment par Fillon, qui apporte une réponse d'évidence. C'est est-ce qu'il faut causer avec M. Poutine
comment pourrait-on ne pas causer avec M. Poutine? Causer avec ses ennemis, c'est pas la peine. Les diplomates, c'est inventé pour ça, et les chefs d'État sont des diplomates. Oui. On a à causer sur le Moyen-Orient, on a à causer sur l'Ukraine, on a à causer sur l'économie, on a à causer sur tout avec M. Poutine. La question n'est pas là. La question est de savoir, et c'est là où Alain Juppé devrait, à mon avis, ciseler un message sur cette affaire. La question est qu'on est en face d'un ensemble de subversions des grandes valeurs fondatrices de l'Europe occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Des valeurs de droit, de démocratie représentative, d'économie libre et ouverte, combinées avec la régulation économique, de respect des minorités, tout un ensemble de choses qui sont fortement malmenées. C'est ce que dit Merkel, d'ailleurs, à l'élection de Trump. Et Obama, quand il va voir Merkel, qui sont fortement malmenés par les Russes, par M. Farage, je ne dirais pas par Mme May, on ne sait pas très bien ce que pense Mme May, et par Trump. Alors on va négocier avec tout ça. Et ce que représente géopolitiquement l'affrontement de cette semaine, c'est un affrontement entre quelqu'un comme Juppé qui dit on doit, comme Obama, comme Mme Merkel, nous devons défendre ce corpus sur lequel la civilisation européenne, après la barbarie de l'entre-deux-guerres et de la guerre, s'est reconstruite. On doit le défendre, et on ne peut le défendre qu'en reconstruisant un rapport, une force européenne qui, quelles que soient les propositions concrètes, passe par la reconstitution d'un dialogue fort et chaleureux et confiant avec l'Allemagne. Alors que, évidemment, on sent bien que du côté de Fillon, l'Europe, ça n'a jamais été son truc, que l'Allemagne, il regarde ça un peu comme Philippe Seguin l'a regardé, c'est-à-dire avec méfiance, et qu'en revanche, la Russie, là, on a un interlocuteur et on retrouve de vieilles traditions maurassiennes, etc., de l'alliance franco-russe. De ces guinistes, il ne reste que le souverainisme chez Fillon. Moi, ce que je crains, c'est qu'on soit au seuil d'une ère de la déconstruction. Oui. Parce que les déconstructions dont vient de parler Jean-Louis sont à nos portes. Déconstruction de quoi? De des valeurs, mais déconstruction déjà des fondements économiques de l'Occident, qui était en effet économie ouverte et libérale, déconstruction de l'Union européenne elle-même, déconstruction même du modèle américain, qui est aujourd'hui en cause, au profit en effet de gens qui exercent une vraie attractivité aujourd'hui, que ce soit en France, en Hongrie, en Pologne même, qui sont pourtant, etc., ce qui est le modèle poutinien, qui est un modèle autoritaire, je veux dire, qui sont quand même au seuil de la dictature. Et donc, et de ce point de vue-là, en effet, c'est vrai que le débat Juppé-Fillon, l'affrontement des deux, est assez stratégique pour l'ensemble de nos pays. Un mot sur... oui, mais un mot quand même sur... Parce que François Hollande parle en permanence avec Vladimir Poutine. Non seulement il parle en permanence, mais il a construit avec Poutine et Merkel le compromis de Minsk sur l'Ukraine. Et par ailleurs, il se parle sur la Syrie en permanence. Donc il faut arrêter de dire... Mais est-ce qu'ils agissent? Mais bien sûr, simplement, Poutine répond très simplement, pourquoi me demandes-tu de faire des choses que je ne peux pas faire, à savoir lâcher Bachar el-Assad, puisque la pression française est constamment là-dessus. Donc il n'y a pas non plus... C'est pas le désert, et c'est pas non plus, tiens, il faudrait aller tout d'un coup serrer la main de Poutine. Tout ça est un peu absurde. Ce que je crains de la vision de François Fillon, c'est que c'est une vision ancienne en France qui consiste à croire ou à faire croire que la France serait indépendante dès lors qu'elle serait loin des États-Unis et alliée avec Moscou. Non pas dans un face-à-face, non pas dans le couple franco-allemand, mais dans un axe Paris-Moscou, au prétexte que ça nous donnerait une sorte de certificat d'indépendance. Et je pense que c'est ça, la vision de François Fillon, qui n'est pas une vision européenne, qui est une vision, j'allais dire, classique, de réelle politique classique, mais tellement datée. Mais tellement datée. C'est ça que je crains chez Fillon. Et c'est ça qui, à mon avis, est un changement stratégique qui serait pour le coup dommageable, à mes yeux en tout cas. Le petit télégraphiste de Poutine oh là là, non, quand même pas. Je reprends ce que vous avez dit. J'allais dire, heureusement, il y a Angela Merkel. Oui. Elle est candidate. Je pense qu'elle sera à nouveau au pouvoir en Allemagne. Elle vient de décider d'augmenter le budget de la défense de l'Allemagne. C'est plutôt bon signe. Je pense que chacun, et Juppé et François Fillon, ont dit que leur première visite, comme d'habitude, sera en Allemagne. Je pense que, quel que soit l'élu, évidemment, Angela Merkel sera de très bons conseils pour l'avenir de l'Europe et la défense de nos valeurs, comme dirait Jean-Louis.
Oui, Jean-Louis. Angela Merkel, je souhaite qu'elle soit réélue. Elle sera élue avec une coalition. Elle gouvernera avec une coalition demain, comme elle le fait aujourd'hui. Martin Schulz, peut-être. Le choix, on verra. Avec les le choix sociaux-démocrates, en tout aujourd'hui, cas. le choix aujourd'hui, je crois que le choix fondamental, la différence fondamentale entre M. Juppé et M. Fillon, enfin, on verra ce que donnera Fillon, on n'en sait rien. Mais c'est, est-ce que la droite peut gouverner seule? Ou est-ce que, en réalité, on n'a pas vraiment besoin, pour construire cette offre politique, notamment sur le plan géopolitique tel que l'évoquait Jean-Marie, est-ce qu'on n'a pas besoin de construire un hybride, si je puis dire? Les biologistes disent toujours qu'il y a la force de l'hybride, et l'hybride, c'est-à-dire une alliance du centre et de la droite. Et je crois que la différence entre la gauche et la droite sur ce plan-là... Non, c'est pas nouveau, ça, Jean-Louis. C'est pas nouveau aussi, parce que... c'est urgent. Une alliance... C'est urgent, mais c'est pas ce que dessine la victoire de François Fillon. Bien sûr que c'est pas nouveau, mais il faut le maintenir. Mais c'est pas ce que dessine la victoire de François Fillon. Il faut le maintenir. Et aujourd'hui, le seul grand avantage de la droite par rapport à la gauche, c'est que la gauche est vraiment dans une rupture de logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui acceptent le capitalisme, qui acceptent l'ouverture des frontières, et puis d'autres qui la refusent. À droite, en réalité, et ça je crois que c'est très important de le saisir, c'est pourquoi, au bout du compte, les lieutenants de Juppé disent on ne va pas casser la baraque, etc. C'est le principe de la modulation, du dosage. On sait très bien qu'il y aura un peu de traditionnalisme, un petit peu de libéralisme, un petit peu de surveillance des frontières, etc. Mais on va doser. Et il faut faire ce dosage avec un seul vrai clivage, qui est le clivage européen. Est-ce que véritablement on se contente de laisser l'Europe se disloquer comme elle le fait insensiblement, ou est-ce qu'on essaie de la reconstruire avec les Allemands? Voilà, c'était le message d'espoir de Jean-Louis Bourlanges. Les deux hypothèses. Pas d'espoir, si on veut reprendre l'espoir en tout cas. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup Jean-Marie. On se retrouve dimanche soir pour la soirée électorale, donc 20h15, nous sommes ensemble. Merci à tous, merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe très technique. À très vite.